Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un film qui appartient à un genre cinématographique presque aussi vieux que le cinéma lui-même. Un genre qui continue d'être exploité année après année. Un genre qui ne semble jamais lasser le public, malgré des films parfois pas terribles. Ce genre, c'est le biopic, et en particulier le biopic musical. En effet, depuis 1909 est le film de Thomas Edison sur la création de la sonate au clair de lune de Beethoven, jusqu'au récent Rocketman, Straight Outta Compton, Respect, Stardust, All Eyes on Me, Bohemian Rhapsody, ou encore les deux biopics sur Elvis mis en scène par Baz Luhrmann et bientôt Sofia Coppola, on ne compte plus les films basés sur la vie et l'œuvre de musiciens célèbres. D'ailleurs, en mars 2022, le site américain Collider pouvait faire un recensement des 10 projets de biopics musicaux les plus prometteurs. Bon, alors évidemment, tous ne déboucheront pas forcément sur un film, mais ça vous donne une idée de l'engouement des studios et du public pour le genre. Cela dit, le film auquel on va s'intéresser aujourd'hui est loin d'être un des exemples les plus représentatifs. Eh ben oui, même si le biopic musical est un genre extrêmement codifié, au point d'être quasiment sclérosé, il reste quand même des exceptions. On peut citer par exemple le très austère Chronique d'Anna Magdalena Bach de Daniel Houillet et Jean-Marie Straub. Und soll wie aller Musik also auch des Generalbasses Finis und Endursache anders nicht als nur zu Gottes Ehre und Rekreation des Gemüts sein. Ou à l'inverse, le complètement délirant Listomania du fou furieux Ken Russell. Mais ne vous inquiétez pas, le film dont on va parler ne tombe pas dans ce genre d'excès. Bon, par contre, il a quand même la particularité d'être un biopic qui ne cherche pas à raconter la vie de l'artiste auquel il s'intéresse. En effet, ce film met en scène 6 histoires différentes. Il dépeint l'errance de Woody, un jeune gamin noir qui parcourt l'Amérique de la fin des années 50 comme s'il était un vagabond des années 30. It's lonesome roads we shall walk till I join the Unicos. Il met en scène Jack Rollins, une ancienne icône du folk contestataire, reconverti bien des années plus tard en pasteur évangélique. Il suit la tournée anglaise de Jude Quinn, un musicien qui vient de se mettre son public à dos en changeant radicalement de style. Il raconte la relation entre l'acteur Robbie Clark et sa femme Claire, depuis leur rencontre dans les années 60, alors que Robbie tourne dans un biopic consacré à Jack Rollins justement, jusqu'à leur divorce dans les années 70. Il montre comment un cow-boy vieillissant, qui pourrait bien être le légendaire Billy the Kid, s'est réfugié dans une petite bourgade reculée avant d'être rattrapé par son passé. Enfin, il retranscrit l'interrogatoire d'un mystérieux individu qui prétend être Arthur Rimbaud. A-R-T-H-U-R-R-I-M-B-A-U-D. Chacun de ces personnages a sa propre histoire, chacune de ces histoires est indépendante des autres. Et pourtant, d'une certaine façon, elles forment un film qui raconte la vie d'un artiste unique. Cet artiste, c'est Bob Dylan, et ce film, c'est I'm Not There. Comme je le disais en introduction, depuis un peu plus de 100 ans, la popularité des biopics, et en particulier des biopics musicaux, ne s'est jamais démentie. Et le problème, lorsqu'on rencontre encore et toujours le succès, c'est qu'on a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers. Ben oui, après tout, pourquoi s'embêter à innover alors qu'on peut recycler inlassablement les mêmes formules qui marchent? Pour un biopic musical, la recette est simple. Vous prenez un artiste largement connu et apprécié du public. Vous trouvez un interprète à peu près ressemblant, puis vous le maquillez et vous le coiffez pour accentuer cette ressemblance. Vous choisissez des accessoires, des décors et des musiques bien clichés, et hop, vous avez tout ce qu'il faut pour créer l'illusion et faire croire au public que ce qu'il va voir est conforme à la vérité historique. À partir de là, c'est bien pratique, vous pouvez quasiment faire n'importe quoi. Typiquement, vous pouvez prendre la vie de votre protagoniste et la réduire à une poignée de moments clés. Vous pouvez oublier les détails gênants, vous pouvez réarranger les faits, vous pouvez changer la chronologie. Bref, vous pouvez à peu près tout faire tant qu'au final vous obtenez une histoire à la dramaturgie impeccable. Tenez, par exemple, vous commencez votre film avec un drame qui fera office de traumatisme originel et de motivation. Oh, you cannot wait till tomorrow to tell them their mama is dead. Vous montrez ensuite les débuts difficiles et les premiers échecs pour générer de l'empathie envers votre héros. John, your band is two mechanics who can't hardly play. Viennent ensuite le succès et le début de la gloire, c'est le premier climax de votre film. Mais bien vite, la célébrité et ses excès font ressurgir le traumatisme du début et les démons qui l'accompagnent. Votre sujet s'enfonce alors dans une spirale autodestructrice qui menace sa carrière. Tout semble perdu. Mais heureusement, il ou elle trouve finalement la force de surmonter son traumatisme. C'est alors le retour en grâce et l'apothéose du film, de préférence lors d'un concert, histoire de montrer à quel point le sujet de votre film a pleinement mérité son statut de légende.
Et voilà, vous avez transformé la vie d'un artiste soi-disant remarquable, extraordinaire, unique, en un produit bien calibré devant lequel le public pourra, sans trop se poser de questions, venir célébrer la vie et l'œuvre de son idole. Et si vous trouvez que j'exagère, eh bien je vous conseille de regarder l'excellente vidéo de Patrick H. Williams intitulée The Broken Formula of Music Biopics, qui décortique avec précision les clichés et les tropes qui sclérosent le genre. Mais surtout, je vous conseille de voir ou de revoir l'excellent Walk Hard, qui, sous couvert de la parodie, explose justement tous ces clichés. Mr. Cox? You don't have to give him a moment, son. Dewey Cox needs to think about his entire life before he plays. En tout cas, une chose est sûre, le réalisateur américain Todd Haynes partage ce constat. En 2008, il ne mâchait pas ses mots dans une interview donnée au site Green Ciné. Je ne crois pas qu'il existe des biographies historiques purement factuelles. Je vois bien que ce qu'on appelle le biopic correspond désormais à une certaine forme de narration, mais pour moi, cette forme n'a rien à voir avec la réalité et elle n'a rien d'historique ou de factuel. On dirait plutôt une figure imposée où il faut absolument trouver des temps forts dans la vie d'une personne. Cela permet de dramatiser les aléas de la vie qui ont un lien avec son œuvre. En général, ça demande d'exhiber une part de vie privée, comme des problèmes de drogue ou d'infidélité, pour ensuite montrer comment ces obstacles sont surmontés ou résolus. Donc pour moi, c'est une formule, peut-être plus ouvertement que dans d'autres genres, parce qu'il s'agit de faire rentrer la vie sous toutes ses formes dans un seul et même emballage. Il faut dire aussi que le biopic musical est un genre que Todd Haynes connaît bien. Au moment de réaliser I'm Not There, il avait lui-même déjà mis en scène 2 films qui s'intéressaient à des icônes musicales. Le premier, Superstar, The Karen Carpenter Story, était un moyen-métrage expérimental réalisé en 1987, alors que Todd Haynes était encore étudiant à Bard College. Dans ce film, Todd Haynes raconte la vie et la mort de la batteuse et chanteuse américaine Karen Carpenter, et en particulier son combat contre l'anorexie. Une des particularités du film est que plutôt que d'engager des acteurs, Haynes a préféré utiliser des poupées Ken et Barbie pour la plupart des personnages. Ainsi, tout au long du film, la poupée correspondant à Karen Carpenter est modifiée pour apparaître de plus en plus maigre et représente la progression de la maladie. On trouve aussi dans le film des cartons contenant des extraits de textes féministes qui analysent l'impact de la société patriarcale sur le rapport des femmes à leur corps. En cela, Superstar n'est pas seulement un film sur Karen Carpenter, mais c'est entre autres une façon pour Todd Haynes d'aborder l'anorexie sous un angle sociologique et féministe. Bien plus tard, en 1998, il réalise Velvet Goldmine, un film inspiré par la vague du glam rock britannique au début des années 70. Il met en scène 2 musiciens, Brian Slade et Kurt Wilde, directement inspirés par les figures de David Bowie, Lou Reed et Iggy Pop. Sauf que comme avec Superstar, Todd Haynes utilise son film pour évoquer une question plus large et en l'occurrence plus personnelle. En effet, dans ce film, on suit le parcours d'Arthur Stewart, un journaliste qui essaie de retrouver la trace de Brian Slade bien des années après sa disparition. Cette enquête est un moyen de montrer via des flashbacks à quel point l'androgynie assumée de la star fut important pour Stewart. Pour lui, le glam rock et son style flamboyant fut un moyen de découvrir et d'assumer son homosexualité. En cela, Velvet Goldmine est à la fois une exploration d'un mouvement musical, de ses influences, de son impact, et un film très personnel pour Todd Haynes, lui-même homosexuel. Le biopic musical est donc un genre important pour Todd Haynes, un genre qu'il travaille depuis ses débuts, et qui ne saurait pas se limiter à un simple panégyrique à la gloire d'une star. Mais malheureusement, Superstar et Velvet Goldmine laisseront à leur réalisateur un goût amer. Dans le premier, Todd Haynes avait utilisé la musique des Carpenters sans autorisation. Et comme le portrait qu'il fait de la famille et de l'entourage de Karen Carpenter est loin d'être flatteur, ceux-ci n'ont jamais autorisé le film à sortir dans le commerce. Les seules versions disponibles tirées de VHS à la qualité pas terrible le sont donc de façon illégale. Quant à Velvet Goldmine, non seulement David Bowie a refusé que le réalisateur utilise sa musique, alors que le titre du film reprend celui d'une de ses faces B, mais en plus, le chanteur sera plutôt critique du film, expliquant que pour lui, les scènes de sexe homosexuel étaient la seule chose réussie. Enfin, pour ne rien arranger, Velvet Goldmine sera un échec commercial. Or, c'est justement cet échec qui va déclencher le projet I'm Not There. En janvier 2000, au moment de se mettre à l'écriture de son prochain film, Loin du paradis, Todd Haynes décide de quitter New York pour rejoindre sa sœur à Portland, espérant qu'un nouvel environnement et un peu de soutien familial l'aideront à passer outre la déception de Velvet Goldmine et à se remettre en selle artistiquement. C'est donc lorsqu'il traverse les États-Unis en voiture pour rejoindre Portland qu'il redécouvre la discographie de Bob Dylan, et assez vite il se met à écouter compulsivement tous les albums du chanteur, se plonge dans les enregistrements pirates disponibles, lit des biographies et des interviews, bref il devient un parfait Dylanomaniaque. Et forcément, cette monomanie va progressivement se transformer en projet de film.
En parallèle de la production de Loin du Paradis, qui sortira en 2002 et sera cette fois un succès, Todd Haynes et sa productrice de toujours, Christine Vachon, décident donc de développer ce projet de film sur Dylan. Mais cette fois, pas question d'avoir les mêmes problèmes que pour Superstar ou Velvet Goldmine. Ils décident donc d'obtenir la bénédiction de Bob Dylan lui-même avant même d'entamer l'écriture du film. Pour cela, ils prennent d'abord contact avec Jess Dylan et Jeff Rosen, respectivement le fils et le manager du chanteur, vers la fin de l'année 2000, et ils leur font part du projet un peu bizarre que Todd Haynes a en tête. Enthousiasmés par ce que leur présente le réalisateur, Jess Dylan et Jeff Rosen conseillent à Haynes et Vachon d'écrire une lettre pour expliquer le concept à Dylan lui-même. En une page, Todd Haynes présente donc l'ébauche de 7 personnages censés incarner différents aspects de la personnalité et de l'œuvre du chanteur. Et il en profite également pour rédiger sa note d'intention. Si un film devait retranscrire l'ampleur et le souffle d'une vie de création, un film qui ouvrirait les esprits au lieu de les refermer sur leurs certitudes, alors celui-ci ne supporterait pas les contraintes d'une narration classique. La structure d'un tel film doit être fragmentée avec de nombreuses ouvertures et une multitude de voix, et son ambition première doit être la réfraction, pas la condensation. Imaginez un film éclaté en 7 visages différents, hommes âgés, jeunes hommes, femmes, enfants, occupant chacun un espace dans une vie singulière. 7 masques, ignorant chacun l'existence des autres, mais connectés dans leur juxtaposition, suggérant à la fois la progression et la simultanéité, comme les chapitres entrelacés d'un roman. Hier, aujourd'hui et demain dans le même espace. L'histoire qu'il raconterait, à travers le thème sous-jacent d'une grande vie unique, serait une histoire dans laquelle le monolithe de l'identité, toute identité, pourrait se révéler. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi Todd Haynes s'est cassé la tête à imaginer un procédé aussi complexe, là où d'innombrables biopics se sont contentés de mettre en scène un seul acteur pour incarner leur protagoniste. Un premier élément de réponse se trouve dans une phrase de la lettre envoyée à Dylan. Hier, aujourd'hui et demain dans le même espace. Cette phrase est extraite d'une interview accordée à Rolling Stone Magazine en 1978, et elle évoque en particulier la chanson Tangled Up in Blue. Lorsque Dylan écrit cette chanson en 1974, il est profondément marqué par les travaux et la philosophie du peintre Norman Raben avec qui il étudie la peinture. Comme il l'explique dans les notes de pochette de la compilation Biographe, il essayait de faire une chanson qui soit comme un tableau où on peut voir les différentes parties et en même temps la totalité. En soi, la chanson raconte une histoire d'amour somme toute banale où 2 personnes tombent amoureuses puis se séparent avant que le narrateur ne décide de reconquérir l'objet de son amour. Mais l'écriture de Dylan enchaîne les différents moments de cette relation sans se soucier de la chronologie. Du coup, la chanson ne nous présente pas cette histoire d'amour comme une succession d'événements reliés par un jeu de causes et de conséquences, mais comme un objet singulier qui transcende le temps. C'est une incroyable chanson et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement la vidéo de la chaîne Polyphonique qui lui est consacrée. Tout ça pour dire que le côté déstructuré du film se veut donc un hommage à une des plus belles et des plus intrigantes chansons de Dylan. Et qu'au passage, Todd Haynes trouve un moyen de flatter un peu l'ego du chanteur en lui prouvant qu'il connaît bien son œuvre et qu'il entend bien lui rendre un hommage aussi érudit que sincère. Car comme l'expliquait Todd Haynes dans une version du dossier de presse, à la minute où vous essayez de saisir Dylan, il est déjà ailleurs. Il est comme une flamme. Si vous essayez de le retenir entre vos mains, vous allez vous brûler. La vie de Dylan est faite de changements, de disparitions et de transformations. Elle donne envie de le capturer et de l'épingler une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que ses fans sont aussi obsessionnels, aussi avides de découvrir la vérité, les faits absolus et les réponses à son sujet. Toutes ces choses que Dylan ne révélera jamais et dissimulera toujours. Dylan est difficile et mystérieux et évasif et frustrant, et on s'identifie d'autant plus à lui qu'il esquive la notion même d'identité. Le projet de Todd Haynes consiste donc à embrasser pleinement l'identité mouvante et indéfinissable de Bob Dylan. Suivant cette logique, il refuse par exemple de considérer les différentes personas du musicien comme de simples masques derrière lesquels se cacherait en fait une seule et même personne. Il le dit d'ailleurs lui-même dans une interview au magazine Cinéaste. Pour vraiment reproduire le processus de quelqu'un qui change et qui rejette la personne qu'il était hier, il faut s'appliquer à retranscrire ce qu'il est en train de faire et ne pas le traiter comme une version déguisée et changeante d'un même personnage. Il faut le considérer comme quelqu'un qui va vraiment aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au point de masse critique où il ne pourra plus aller plus loin, ou qu'il y aura trop d'obstacles, jusqu'au moment où il n'aura d'autre choix que de donner naissance à sa nouvelle identité. Bon alors là, si pour vous la musique et la carrière de Dylan se résument à un gag dans South Park, ou même si vous ne connaissez que quelques titres de sa discographie, vous êtes sans doute un peu largué et vous vous demandez de quoi parle Todd Haynes. Now I'm gonna play you some good old Bob Dylan. That sounds like shit too. Alors je pourrais vous conseiller de regarder le documentaire No Direction Home, réalisé par Martin Scorsese avec la collaboration de Dylan lui-même, mais bon, ça dure quand même 3h30 et ça s'arrête en 1966. Alors comme je suis sympa, je vais vous faire un petit résumé.
En gros, il faut savoir que la carrière de Dylan est généralement divisée en plusieurs périodes, séparées par des mouvements de rupture, durant lesquels le chanteur s'est complètement réinventé. Et que chaque segment du film de Todd Haynes va évoquer peu ou prou une de ces périodes. Ainsi, le segment avec Marcus Carl Franklin, qui incarne le jeune Woody, correspond à la toute fin des années 50. C'est le moment où le jeune Dylan se passionne pour les racines folk et blues de la musique américaine, où il développe son art, et surtout, où il s'invente de toutes pièces des exploits musicaux. I written some hillbilly songs. You know Carl Perkins from Nashville? Yeah. He sings some of my songs. I should have figured out right away. He's bullshitting me. So I was a setup, a very easy setup, and I'm proud of it because the guy wrote good songs. I didn't care what he was telling me. Le segment où Christian Bale interprète Jack Rollins représente les années 1963 et 1964. C'est-à-dire la période où Dylan devient une icône contestataire et un emblème du mouvement pour les droits civiques grâce à des albums comme The Freewheeling Bob Dylan ou The Times They Are Changing. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with the cane that he twirled around his diamond ring finger. He's only a pawn in their game. Mais ce statut devient très vite un fardeau, et Dylan prend rapidement ses distances avec le mouvement. All they see is a cause, and how to use people for their cause, and now they're trying to use me for something, you know, they want me to... L'album qui suivra, Another Side of Bob Dylan, délaisse donc largement les hymnes politiques, au profit de paroles plus personnelles et poétiques. Ce segment fait également référence au début des années 80, lorsque Dylan se convertit au christianisme et enregistre Slow Train Coming, Saved et Shot of Love, 3 albums fortement marqués par sa nouvelle foi. I was kind of disappointed. I wanted to hear rock and roll. I heard Bob Dylan singing gospel. I didn't come here to hear sermons. I could have went to church, man. Le segment avec Cate Blanchett, aka Judd Quinn, reproduit assez fidèlement le milieu des années 60 et ce qu'on a appelé la période électrique de Dylan. C'est le moment où il tourne le dos au folk acoustique et engagé qui a fait son succès pour jouer un rock électrique et surréaliste. Alimenté par une quantité considérable de drogue, et en particulier d'amphétamines, la créativité de Dylan atteint des sommets. En à peine 16 mois, il enregistre 3 chefs-d'œuvre absolus, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et Blonde on Blonde. Mais comme le montre le film, cette évolution ne plaît pas à tout le monde, et elle lui vaudra pas mal d'animosité de la part de son public. Le segment de Billy the Kid, ici joué par Richard Gere, est quant à lui une allégorie inspirée par les années 1967, 68 et 69. Épuisé par le stress et les drogues suite à sa tournée électrique, Bob Dylan est victime d'un accident de moto et décide alors de faire profil bas. I want to go home. You know what home is? I don't want to go to Italy no more. I don't want to go nowhere no more. Il se réfugie dans sa maison de Woodstock, une petite ville de l'état de New York, qui n'est pas encore le lieu du plus célèbre festival hippie. Loin de la pression du public, il réunit le groupe qui l'avait accompagné en tournée pour une fois de plus changer de style. Fini le rock débridé, il retourne vers ses influences country et folk et développe ce qu'on appellera plus tard l'Americana ou le country rock. Cette nouvelle évolution donne d'abord les fameuses Basement Tapes qui resteront inédites jusqu'en 1975, puis des albums comme John Wesley Harding, Nashville Skyline, etc., etc. Le segment avec le regretté Heath Ledger qui joue l'acteur Robbie Clark évoque quant à lui les années 70. Période où Dylan revient sur le devant de la scène avec les albums Blood on the Tracks et Desire. C'est aussi une période où il se tourne vers le cinéma. Ainsi, en 1973, il interprète le mystérieux personnage Alias dans Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Peckinpah et il compose la musique du film. Mexico might not be bad for a couple of months. Depends on who you are. Et lors de sa tournée de 1975, il réalise Reynaldo et Clara, un film assez étrange mélangeant fiction et extrait de concert dans lequel il fait également partie du casting. Le milieu des années 70 correspond aussi à la période où sa vie personnelle et en particulier son mariage partent en lambeaux. D'où le fait que ce segment se concentre sur la relation de Robbie Clark avec sa femme, Claire, qui synthétise 2 femmes qui ont beaucoup compté dans la vie de Dylan, sa petite amie new-yorkaise Suze Rotolo et sa première femme, Sarah Lowndes. Enfin, les passages un peu à part où Ben Whishaw déclame des aphorismes en prétendant être Arthur Rimbaud ne correspondent pas tant à une période précise qu'à une personnification de certains principes qui ont guidé Dylan tout au long de sa carrière. I accept chaos. I'm not sure whether it accepts me. Bon, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Certains segments contiennent parfois des références à plusieurs périodes de la carrière de Dylan.
Par exemple, le segment avec Billy the Kid est évidemment un clin d'œil direct aux années 70 et au film de Peckinpah. Mais il peut aussi évoquer la fin des années 80 et le début des années 90, lorsque Dylan revient au folk et à l'Americana, notamment avec les albums Good As I've Been To You et World Gone Wrong. C'est aussi le moment où, comme Billy à la fin du film, il repart en tournée pour ce qui sera baptisé le Neverending Tour. D'ailleurs, le fait qu'à la fin, Billy s'enfuit dans un train de marchandises et trouve la même guitare que celle de Woody au début n'est pas anodin. En reliant la fin et le début de la carrière de Dylan, le film la représente donc comme un bloc sans commencement ni fin. Encore une fois, hier, aujourd'hui et demain dans le même espace. It's like you got yesterday, today and tomorrow all in the same room. Bref, pour résumer, le projet de Todd Haynes, c'est donc de respecter la carrière de Dylan en traitant chacune de ces périodes non pas comme différents moments de la vie d'une seule et même personne, mais bel et bien comme des vies à part entière, existant chacune de façon autonome. Cette démarche était d'autant plus nécessaire que tout au long de sa carrière, Dylan ne s'est pas privé de transformer les faits, d'enjoliver certains moments, de changer la réalité, voire d'inventer des histoires de toutes pièces. Un des exemples les plus récents se trouve ainsi dans le documentaire sur la Rolling Thunder Revue réalisé en 2019 par Martin Scorsese, toujours avec la collaboration de Dylan. Comme beaucoup de documentaires, on y trouve les habituelles images d'archives et les témoignages de différents intervenants. Parmi ceux-ci, on trouve Sharon Stone qui raconte sa rencontre backstage avec Dylan alors qu'elle n'avait que 19 ans. We went to this concert, and the guy's giving us kind of a hard time and looking at our tickets and the thing, and we can't get in. And so finally, like, a bunch of people come out and they get Bob, and Bob turns around and he's like... Sauf que cette anecdote est une pure invention de A à Z. Et ce n'est pas la seule affabulation du film. Dylan et Scorsese se sont en effet amusés à truffer leur film d'éléments inventés sans jamais le signaler au public. Du coup, ce n'est pas un hasard si cet objet étrange à la frontière du documentaire et du canular s'intitule Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Dans tous les cas, le film est assez représentatif du rapport de Dylan lui-même à la vérité historique, à savoir qu'elle n'est pas plus importante que les souvenirs et les vies qu'il a lui-même inventées. En fait, toute la carrière de Dylan est traversée par une tension permanente entre la réalité et la fiction, entre l'authenticité et l'imposture, entre la véritable vie d'un artiste et l'identité qu'il endosse face à son public. L'objectif de Todd Haynes était donc que son film représente cela, qu'il colle à certains codes du biopic pour permettre au public de croire ce qu'il voit, et dans le même temps casser ces codes pour lui rappeler qu'il regarde une fiction. Pour donner une forme de vérisimilitude à I'm Not There, pour faire en sorte que chaque segment soit crédible, Todd Haynes et son fidèle chef opérateur Edward Lachman se sont donc attachés à donner à chaque histoire une identité visuelle et stylistique cohérente avec le récit. Ainsi, le segment de Woody s'inspire entre autres du Nouvel Hollywood et lorgne du côté de En route pour la gloire, le film de Hal Ashby consacré à Woody Guthrie. La partie sur Jack Rollins est un faux documentaire télé consacré aux chanteurs qui utilisent de fausses images d'archives et adopte un grain d'image similaire à celui de la télé des années 80. He's also a very embarrassed young man now because it's always embarrassing to sit there with your feet in cement. Pour Judd Quinn, I'm Not There imite le style du documentaire Don't Look Back, dans lequel le réalisateur dit à Penn Baker suivait la tournée 1965 de Bob Dylan. Pour l'ambiance 70s de Robbie Clark, Haynes va chercher son inspiration chez Jean-Luc Godard, et notamment du côté de 2 ou 3 choses que je sais d'elle, dont il reproduit certains dialogues. Mais alors, puisque la relation sociale est toujours ambiguë, Because relations are always ambiguous. il faut que j'écoute. I must listen. Il faut que je regarde autour de moi plus que jamais. I must look around more than ever. Le monde, mon semblable, mon frère. I must leave. Le segment sur Billy McCarthy tire son inspiration du western crépusculaire, et en particulier de Macabre et Mrs. Miller de Robert Altman. Même l'interrogatoire d'Arthur et ses aphorismes surréalistes peut évoquer le screen test de Bob Dylan réalisé par Andy Warhol en 1965. Pris individuellement, chaque segment pourrait ainsi passer pour un court biopic abordant une période précise de la vie de Dylan. Mais au lieu de les enchaîner de façon chronologique, Todd Haynes va les entremêler, passer de l'un à l'autre au gré des points de montage pour rappeler au public qu'il est devant une fiction et créer une image de Dylan où toutes les périodes de sa vie coexistent simultanément et indépendamment. And if ever told to look at yourself, never look. Alors forcément, c'était un pari risqué. Avec un tel procédé, Todd Haynes prenait le risque de produire un film visuellement incohérent, où les raccords d'un segment à l'autre seraient autant de ruptures qui pourraient remettre en cause l'équilibre et l'harmonie du film. Mais heureusement, I'm Not There n'était pas son coup d'essai en la matière. En effet,
Son premier long métrage, Poison, entremêlait déjà 3 histoires complètement différentes, avec des esthétiques et des modes de narration tout aussi différents. En plus de ça, I'm Not There s'inscrit dans une certaine continuité thématique de la carrière de Todd Haynes. Avec ce film, le réalisateur ne cherche pas seulement à saisir la complexité du personnage de Bob Dylan, il prolonge aussi ses propres obsessions. Il l'explique d'ailleurs lui-même dans une interview à Rolling Stone Magazine en 2007. Mes films s'intéressent souvent au dilemme de l'identité en tant que camisole de force pour les gens, les sociétés, pour les cultures, pour les événements historiques. Il montre différentes formes de rébellion contre ces contraintes, parfois à travers la métaphore de la maladie, du corps qui proteste avant même que la conscience ne comprenne ce qu'il se passe, et parfois à travers ces étranges éruptions de la culture populaire, comme Velvet Goldmine, où le glam rock illustre une exception momentanée dans les règles régissant le rock'n'roll et la masculinité. Il en parle également dans une interview au magazine Artform en 2011. L'identité et ses pathologies ont toujours été un de mes centres d'intérêt. Lorsqu'il réalise I'm Not There, Todd Haynes travaille à nouveau ce thème de l'identité. Son but est de respecter la nature fragmentée et disparate de Dylan, tout en la présentant comme un ensemble cohérent. De faire un film qui, comme il l'écrivait, permette au monolithe de l'identité de se révéler, sans pourtant devenir une camisole de force. Pour unifier les différents segments de son film, et donc les différentes personnalités de Dylan, il va avoir recours à plusieurs procédés. Après avoir reçu l'accord de Dylan, Todd Haynes et son co-scénariste Oren Moverman décident de restreindre la liste des personnages à 6 au lieu de 7, puis ils vont s'attacher à garantir une cohérence thématique en faisant en sorte que dans chaque segment, l'enjeu central concerne l'identité du protagoniste. Chaque segment raconte donc plus ou moins la même histoire d'un personnage qui cherche à être libre, à ne pas être enfermé dans une identité préétablie, à se définir par ses choix et par ses actions, et non par son passé, par sa célébrité ou par son image publique. Et c'est précisément le sens du titre du film, ce fameux I'm Not There, emprunté à une chanson de Dylan enregistrée en 1967 et restée longtemps inédite. Ensuite, ils vont s'attacher à préserver une certaine cohérence tonale. Pour cela, Haynes et Moverman vont écrire les dialogues des différents avatars de Dylan en piochant au maximum dans des textes, des interviews ou des conférences de presse. De cette façon, même si chaque incarnation est extrêmement différente des 5 autres, elle parle bel et bien avec les mots de Dylan lui-même. That's all I do is protest. That's all I ever do is protest. Le troisième procédé consiste à faire comme Dylan et à s'autoriser des espaces de liberté, c'est-à-dire de changer de manière plus ou moins flagrante et plus ou moins poétique des événements réels. D'une part, cela permet de créer une forme de narration entre les différents segments, de créer des correspondances entre les personnages et leur parcours pour construire progressivement une sorte de méta-récit qui révèle ce fameux monolithe de l'identité dylanienne. D'autre part, c'est un moyen de rappeler au public que ce n'est pas le vrai Dylan qui est à l'écran. Par exemple, pour représenter le légendaire concert de Newport 1965, au cours duquel Dylan a présenté pour la première fois son groupe de rock à un public de fans de folk, Todd Haynes montre Dylan et son groupe tirés à la mitraillette sur le public. C'est une façon d'indiquer clairement que l'on n'est pas dans une reproduction fidèle de la réalité, qu'on est dans la fiction symbolique et dans la légende. Et pour cause, ce concert légendaire s'est en réalité passé de nuit et non de jour. Ensuite, la réaction du public a été beaucoup plus nuancée, et la plupart des biographes s'accordent à dire que le problème était bien plus la qualité sonore et la courte durée du concert, à peine 15 minutes, que le fait de jouer avec un groupe de rock. Bobby was... He will do another tune, I'm sure. To come back. Enfin, contrairement à la rumeur reprise dans le film, le musicien Pete Seeger ne s'est jamais emparé d'une hache pour couper les câbles alimentant la scène. Bref, toute cette scène est largement fausse, mais Todd Haynes nous avait prévenu en l'introduisant via une allégorie. Et tout le film est à l'image de ce passage. Il est perpétuellement traversé par la tension entre un attachement fidèle et respectueux à son sujet et une falsification assumée de la réalité historique. Comme il le dit dans son interview à Cinéaste, I'm Not There contient le même genre de moments incontournables que vous trouveriez dans un biopic. Mais la différence majeure, c'est que le biopic tel qu'il a évolué est un genre menteur. On sait bien que ces films mélangent les faits et la fiction à chaque scène, dans chaque seconde de dialogue, et nous sommes complices de ce mensonge lorsqu'on va voir ces films. C'est fun à un certain niveau. Mon film mélange aussi les faits et la fiction, mais la différence, c'est que vous êtes dans la connivence. Vous êtes invité à vous amuser du procédé avec moi, et à pousser la fiction encore plus loin, de sorte qu'il n'y ait jamais d'ambiguïté sur le fait que ce que vous voyez relève d'un choix créatif destiné à signifier quelque chose. Prenez le choix de faire de Woody un gamin noir qui s'appelle lui-même Woody Guthrie. Il est évident que ça ne correspond à aucune vérité, mais vous êtes forcé de vous demander pourquoi ce choix a été fait, contrairement au biopic traditionnel où on ne vous autorise pas à réfléchir sur ses choix parce que ça détruirait complètement l'illusion. Bon ok, tout ça c'est très bien, mais vous me direz, c'est des déclarations d'intention. C'est bien joli, mais ça correspond surtout au projet du cinéaste. Alors qu'en est-il du résultat final? Qu'en est-il du film lui-même?
Eh bien, sur le dernier point évoqué par Todd Haynes, le film est une réussite. Chaque élément de I'm Not There apparaît comme un point de départ potentiel pour une réflexion sur Dylan lui-même, sur la culture américaine, sur la place de l'artiste dans le monde moderne, etc. etc. D'ailleurs, prenons Todd Haynes au mot et penchons-nous sur le choix de Marcus Carl Franklin pour incarner Dylan à l'époque où celui-ci était encore en train de forger sa culture musicale. Eh bien, pour le professeur de littérature John McComb, il s'agit d'un moyen d'évoquer le rapport complexe que la jeunesse blanche états-unienne entretient avec la culture afro-américaine. Ainsi, dans un article intitulé Minstrelsy, Masculinity and Bob Dylan as Text in I'm Not There, McComb développe l'idée que le choix de Marcus Carl Franklin permet à Todd Haynes de représenter la façon dont depuis le 19e siècle, la jeunesse blanche américaine façonne sa propre masculinité en s'appropriant des codes culturels et des comportements issus de la communauté afro-américaine. Une interprétation cohérente avec la carrière de Dylan, puisque le rapport de l'Amérique blanche à la culture afro-américaine a été notamment étudié dans un livre de l'historien Eric Lott, intitulé Love and Theft, Blackface, Minstrelsy and the American Working Class, et que Love and Theft est justement le titre d'un album de Dylan sorti en 2001. On peut voir aussi dans ce choix de casting un moyen pour Todd Haynes de rappeler que la culture musicale du jeune Dylan ne s'est pas seulement fondée sur Woody Guthrie et le folk blanc. Il était tout aussi fan de musique noire et de blues. D'ailleurs, dans le film, lorsque le jeune Woody va rendre visite à son idole qui se meurt de la maladie de Huntington, Todd Haynes choisit d'illustrer ce moment avec le magnifique hommage que Dylan a rendu au bluesman Blind Willie McTell, plutôt qu'avec le titre Song for Woody. Bon, il faut dire aussi que Blind Willie McTell est une bien meilleure chanson, bien plus mélancolique que Song for Woody. Autre exemple, la décision d'utiliser Christian Bale pour incarner à la fois le Dylan 60s de la lutte pour les droits civiques et le Dylan converti au christianisme des années 80. Elle peut sembler étonnante, tant ces deux périodes sont bien souvent considérées comme deux extrêmes dans la carrière de Dylan. Et oui, lors de la première, il se situe à gauche de l'échiquier politique américain et publie ce qui est encore aujourd'hui considéré comme certaines de ses chansons les plus emblématiques. Mais lors de la seconde période, ses déclarations publiques sont bien plus conservatrices, et ses nouvelles chansons souffrent d'arrangements clinquants et d'un prosélytisme un peu lourdingue. Résultat, la période chrétienne de Dylan est en général considérée comme assez médiocre, même si elle contient quelques authentiques pépites. Or, ce que semble nous dire Todd Haynes, c'est que ces deux périodes ne sont pas si opposées qu'on pourrait le croire. En effet, certaines chansons de sa période contestataire, comme les apocalyptiques When the Ships Comes In ou A Hard Rain's A Gonna Fall, piochaient déjà dans l'imagerie religieuse. Et à bien des égards, le Dylan prêcheur des années 80 peut être vu comme une résurgence du Dylan engagé des années 60. Pour enfoncer le clou, Todd Haynes a même intitulé le faux biopic consacré au jeune Jack Rollins, Grain of Sand, en référence à la chanson Every Grain of Sand, sortie en 1981 sur Shot of Love, le dernier album de sa trilogie chrétienne. On peut se pencher aussi sur les multiples références à la carrière de Jean-Luc Godard, puisqu'il est de loin le réalisateur le plus cité à travers I'm Not There. Qu'est-ce que c'est pour vous le centre du monde? Le centre du monde? I would like to know what is at the center of your world. Center of my world. J'ai déjà évoqué le film Deux ou trois choses que je sais d'elle, mais I'm Not There contient aussi des renvois à masculin-féminin, au mépris, à la chinoise, ou encore à Pierrot le Fou. Pour Todd Haynes, c'est un moyen de relier Godard et Dylan, deux artistes qui ont eu à la même époque une influence majeure sur leurs médias respectifs, et qui ont tous deux refusé de se laisser enfermer par les attentes du public. Quand est-ce que vous en refaites des films marrants? Quand on pourra rire au Vietnam, en Palestine ou au Yémen, ou quand les Noirs pourront rire en Amérique, là peut-être, tu vois, de refaire des films marrants. Et comme il l'avoue dans le commentaire audio du film, c'était aussi un moyen de pointer une tendance commune à une certaine misogynie. And the reason why I wanted to use Godard is that not only is he a seminal sort of cultural voice and influence in 60s cinema and how art and culture were being affected by politics. And I love these films. They're extremely beautiful films and they're fascinating in the way they try to weave personal stories and stories about women with the political discourse that was interesting him. Is again symptomatic of the time, but it also shows a kind of double standard toward the female characters in his films who are not fully recipients of the political discourse. It's sort of the men have those concerns and the women have larger sort of existential concerns about life and being, and sometimes less than that. And I found that double standard to be something that really was indicative of the 60s and something that can also be seen in Dylan's love songs.
And there's been a lot of discussion about the sort of misogyny or the way some female subjects are treated in his songs and don't have access to the sort of authorial voice of the writer. And I sort of thought it would be a useful way to kind of parallel both of these very strong male perspectives and how they deal with women as subjects in their work. En plus de ça, on peut noter que le film ne se contente pas de faire référence à Jean-Luc Godard. On trouve aussi des clins d'œil à 4 garçons dans le vent et à Pétulia de Richard Lester. Ou à 8 et demi et à Casanova de Fellini, ou encore à Persona de Bergman. Et puis, il y a le choix de Charlotte Gainsbourg, une actrice française donc, pour incarner une version de Suze Rotolo, la petite amie de Dylan qui l'a initiée à la poésie et à la culture européenne. Personnellement, j'y vois une façon de suggérer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire et à ce que Dylan a lui-même prétendu, son œuvre n'est pas purement américaine, mais elle est au contraire profondément imprégnée de culture européenne. It's not British music, it's American music. Now, come on. D'ailleurs, il le reconnaîtra lui-même dans son discours de prix Nobel en 2016, où il cite comme influence aussi bien le folklore musical américain que l'Odyssée, Don Quichotte, le conte de 2 cités ou à l'ouest rien de nouveau. Évidemment, la contre-culture américaine est également évoquée, puisque outre les références à Peckinpah ou à Robert Altman, I'm Not There met en scène la relation de Dylan avec le poète Allen Ginsberg. It was Allen Ginsberg, man. Name drop le nom de Norman Mailer au détour d'un dialogue. It's Mailer. Norman Mailer? Ou cite visuellement le lauréat de Mike Nichols. Mr. Gladstone, sir. Hi, Mr. Gladstone. How are you this evening? Tout comme Bob Dylan lui-même, I'm Not There fait donc le lien entre l'avant-garde des années 60 et la tradition américaine, puisqu'on y trouve aussi des références à des films comme Le Charlatan, Un homme dans la foule ou L'homme de la rue. Is there really a town called Rhythm? Is there really a town called Rhythm? 3 références tirées de l'âge d'or d'Hollywood et qui sont particulièrement appropriées, puisque chacun de ces films parle à sa façon de personnages qui cherchent la reconnaissance à tout prix, avant d'être consumés par la notoriété et le succès. En outre, qu'elles soient cinématographiques ou musicales, américaines ou européennes, spécifiques aux années 60-70 ou issues des décennies précédentes, toutes les références du film me semblent être une façon pour Todd Haynes de rappeler que Dylan n'est pas sorti de nulle part. Ce n'est pas un génie qui crée des chefs-d'œuvre ex nihilo, c'est un artiste dont l'œuvre est le produit d'un certain contexte et de certaines influences. D'ailleurs, I'm Not There fait complètement l'impasse sur un cliché récurrent dans les biopics, à savoir le moment où le protagoniste est touché par la grâce et enregistre son chef-d'œuvre. Here's America's new hit song Walk Hard, recorded just 35 minutes ago by Dewey Cox. En fait, le seul studio d'enregistrement qui apparaît dans le film de Todd Haynes est celui de Grain of Sand, le biopic de Jack Rollins, où celui-ci est interprété par Robbie Clark. Ironiquement, c'est précisément ce biopic qui décevra l'acteur et sa compagne, ce qui rappelle d'ailleurs ce que Todd Haynes pense de ce genre de film. À travers toutes ces décisions, Todd Haynes présente Dylan sous l'angle de la théorie proposée par Hegel et prolongée entre autres par Marx, qui dit que ce ne sont pas les soi-disant grands hommes qui font l'histoire, mais qu'au contraire, ce sont les conditions historiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent et provoquent l'émergence de ces individus. Ainsi, l'œuvre de Dylan n'est pas tant l'accomplissement d'une seule personne que le produit d'un terreau culturel fertile. Évidemment, le film contient aussi une multitude de références à la vie et l'œuvre de Dylan lui-même. Elles sont parfois évidentes, comme Alice Fabian, la version fictive de Joan Baez, incarnée à la perfection par Julianne Moore. And here's this kid applying traditional form to contemporary concerns, but with such insight. His music overwhelmed me because it was, for me, everything that I needed. Parfois un peu plus subtil, comme le fait que Huey P. Newton, un des fondateurs des Black Panthers, était un énorme fan de la chanson Ballad of a Thin Man. This song is hell, man. You got to understand this song is saying a hell of a lot about society. Et elles sont parfois carrément fugaces, apparaissant au détour d'un dialogue, ou même d'une image, et il y aurait de quoi passer pas mal de temps à faire l'exégèse de tous ces détails. It's just more rural back then. That's what people did. You could see guys in blackface. George Washington in blackface. Mais ce n'est clairement pas le plus important, car il ne faudrait pas résumer I'm Not There à un film essentiellement théorique. Et oui, jusqu'à présent je l'ai surtout abordé sous un angle analytique et interprétatif. I'm Not There est aussi une œuvre visuellement radicale et profondément poétique. Rien que pour l'exploit du chef opérateur Edward Lachman, qui parvient à créer 6 esthétiques aussi différentes avec un modeste budget de $20 millions, ou pour le travail d'orfèvre du monteur J. Rabinowitz, qui réussit à imbriquer et raccorder les 6 segments de façon harmonieuse, I'm Not There vaut le détour.
Et à l'image de celle de Bob Dylan lui-même, l'identité de I'm Not There est paradoxale. C'est un film qui alterne différentes esthétiques, différents genres, différentes formes de discours, et parvient néanmoins à construire quelque chose d'esthétiquement cohérent. Même si on ne connaît rien à Dylan et à son œuvre, le film existe par lui-même grâce à son côté quasiment expérimental et son audace visuelle. De la même manière que les monteurs du JFK d'Oliver Stone faisaient du jazz avec les images, Todd Haynes, Edward Lachman et Jay Rabinowitz jouent avec les harmonies et les dissonances visuelles pour donner à leur film une musicalité propre. But all these songs about, roses, growing out of people's brains, and lovers who were geese, and swans are turning into angels. I mean, they're not gonna die. They're not folk music songs. Au final, I'm Not There raconte bien une seule et même histoire, et les raccords et les passages d'un segment à l'autre sont autant de changements de mesure et de tonalité au sein d'un seul et même morceau. C'est la chanson douce amère de quelqu'un qui a toujours voulu être connu et reconnu, mais qui finit toujours par être blessé par sa notoriété. Quelqu'un qui chantait qu'il n'y a aucun succès aussi grand qu'un échec, et qu'un échec n'est pas un succès du tout. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. Enfin, il y a ces moments de grâce, ces instants parsemés dans le film, ces passages où Todd Haynes puise dans la beauté poétique de l'œuvre de Dylan pour la sublimer à l'écran. Parfois, c'est Cate Blanchett qui récite une interview avec Sad-Eyed Lady of the Lowlands en arrière-plan. Parfois, c'est le regard de Mona Lisa au milieu d'un montage sur la chanson Visions of Johanna. Parfois, c'est la voix déchirante de Jim James, le chanteur du groupe My Morning Jacket, qui interprète Going to Acapulco devant les habitants frics du petit village de Riddle. Parfois, c'est la simple interprétation de When the Ships Come In par Marcus Carl Franklin. Et parfois, c'est une simple voix off et un léger aller-retour en panoramique qui amorce une histoire d'amour au son de I Want You. And the cats across the roof, mad in love, scream into drain pipes. And it's I who am ready. À chaque fois, c'est un choc esthétique qui conjugue différentes formes d'art au travers de ce qu'elles ont de plus sincère et de plus beau, jusqu'à s'achever sur cette dernière image, un simple gros plan de Dylan lui-même. Enfin visible à l'écran, il reste muet, seul sur scène. Il interprète le solo d'harmonica de la chanson Mr. Tambourine Man. Le solo s'éternise encore et encore. Il ralentit, s'arrête presque, puis reprend avant de disparaître sur un fondu au noir. Qui était ce Dylan? À quoi pensait-il à ce moment-là? On n'en saura rien, le mystère reste entier, is not there. Alors, même si vous ne connaissez pas grand-chose à la carrière et à l'œuvre de Bob Dylan, allez, même si vous n'aimez pas l'œuvre et la carrière de Bob Dylan, regardez I'm Not There. Car c'est le genre de film qui s'adresse aussi bien à l'intellect qu'aux émotions, qui aborde le cinéma avec une forme de pureté et de candeur bien trop rare pour qu'on passe à côté. Tiens d'ailleurs, si la description du film vous a fait penser au Cloud Atlas des sœurs Wachowski et de Tom Tykwer, vous n'êtes pas bien loin du compte. On trouve dans un film comme dans l'autre une profonde foi dans le cinéma, et surtout dans le fait qu'il puisse véhiculer des idées et des émotions en transcendant les styles et des genres complètement différents. Et vu que Ben Whishaw apparaît dans ces deux films, je serais très surpris que les auteurs de Cloud Atlas n'aient pas à un moment ou un autre jeté un œil du côté du film de Todd Haynes. Avant qu'on se quitte, j'en profite aussi pour vous conseiller vivement d'écouter la bande originale du film. Un double album dans lequel Todd Haynes a réuni la fine fleur du rock indépendant pour reprendre des chansons de Dylan, et dont la grande majorité des morceaux n'apparaissent même pas dans le film. Entre Eddie Vedder, Cat Power, Jeff Tweedy, Sufjan Stevens ou Charlotte Gainsbourg, ce ne sont pas les pépites qui manquent. Mais ma préférence va à la splendide version de The Man in the Long Black Coat par le regretté Mark Lanegan. Et puis, tant que vous y êtes, vous pouvez aussi regarder les autres films de Todd Haynes consacrés à la musique, que ce soit Superstar, Velvet Goldmine, ou le récent documentaire qu'il a consacré au Velvet Underground. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter ou sur Mastodon, parce qu'apparemment tout le monde se barre là-dessus. Et si vous ne voulez pas rater notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Utip ou avec les souscriptions YouTube. Et on remercie d'ailleurs chaleureusement tous ceux qui nous permettent de continuer à faire vivre le Ciné Club de Monsieur Bobine. A bientôt!